Intéresse à vous servir dans les livres qui sont là. Et quelqu'un me demandait tout à l'heure, rapidement, parmi les livres qu'on a à vous offrir, il y a de Félix-Antoine Savard, Menot, Maître Draveur. Écoutez, c'est un classique, c'est simplement pour dire, même si l'auteur, Monseigneur Savard, a appuyé le non au référendum de 1980, et qu'il a dit qu'il n'était pas séparatiste et ainsi de suite, il en demeure pas moins que le héros de Menot, Maître Draveur, est vraiment là, a vraiment une attitude prémonitoire, si on peut dire. Ça annonce la renaissance du mouvement indépendantiste qui va apparaître à la fin des années 50, au retour de la Deuxième Guerre mondiale, puis même ça avait commencé dans les années 30 avec les jeunesses patriotes des frères O'Leary, mouvement auquel appartenaient Pierre Pellado et bien d'autres. Vous savez, ça donne une idée de cette génération qui s'est comme préparée. Donc, Menot, Maître Draveur, est un peu une préfiguration de ce réveil québécois, où il réaffirme que rien ne change au pays du Québec, et ainsi de suite. Bien sûr, c'est dans un style d'écriture qui est celui là, du siècle dernier, mais ça en demeure pas moins un classique qui peut inspirer beaucoup de réflexion parce qu'il y a un contact avec le substrat de l'identité québécoise là, qui, quelquefois, nous échappe encore. Vous savez, le Québec, c'est Montréal, bien sûr, mais ce n'est pas que Montréal. C'est beaucoup plus que Montréal. Heureusement, avons-nous presque envie de dire. Donc, nous continuons cette visite des peuples du monde. Vous savez, on avance de plus en plus chaque semaine. Je regardais là, les États-Unis, la Finlande, la Norvège, les Pays-Bas, les pays de l'Amérique latine, la Corse la semaine dernière, l'Irlande, l'Écosse. Vous savez, ça nous donne un éventail assez large des mouvements. D'abord pour montrer que ce que le peuple québécois demande, ce à quoi nous aspirons au plan national, est quelque chose là, de ce qu'il y a de plus naturel chez l'être humain. Les peuples ont besoin de liberté comme les plantes ont besoin d'air et d'eau et de lumière. Un peuple sans liberté, c'est comme un être humain sans liberté. Hein. Ce n'est pas la condition idéale ou même normale de l'existence. Donc, on voit qu'un peu partout, cette aspiration à l'identité est quelque chose, comment dirais-je, d'universel, pourrait-on dire, qui transcende les différences linguistiques, les différences religieuses, les différences philosophiques, et même les différences politiques. On a des empires, des gouvernements d'extrême gauche, des gouvernements d'extrême droite, des gouvernements du centre. Il y a des partis là, de toute tendance sur l'univers. Il y a donc dans l'univers cet ensemble-là, c'est un mouvement universel. Et les Québécois ne découvrent cela que depuis un demi-siècle, et même encore, on se le demande. Hein. Nous n'avons jamais eu de relations internationales. On vient de le voir à Paris, la réception qu'a reçue Mme Jean, et surtout ce qui... moi, je me suis amusé à vraiment regarder les émissions françaises et les journaux français. Vous savez, ils n'ont pas parlé de ça pour faire connaissance. Imaginez-vous pas que la visite de Mme Jean a été la grande nouvelle en France, où tout le monde a parlé de ça là, pendant 48 heures sans arrêt. Non, c'est un fait divers. C'est un fait divers. Vous savez, une hirondelle ne fait pas le printemps. Et tout compte fait, vous savez, après avoir regardé ça, je pense attentivement, comme l'a écrit un de nos amis, Paul-Émile Leroy, sur le site de Vigile, tout compte fait, c'est aussi bien que le Québec n'était pas présent. Parce qu'au moins, ceux qui suivent les affaires internationales se rendent compte que le Québec, il est colonisé. C'est pas lui. On célèbre les 400 ans, les 4 siècles de Québec, et le chef de l'État québécois n'est pas là.
c'est la représentante personnelle de la reine d'Angleterre qui préside au lancement des activités. C'est épouvantable, mais c'est la vérité. C'est la reine. C'est absolument. Elle est chef de l'État, mais elle est chef des armées. Oui, tout à fait. Et la même Madame Jean, devant laquelle M. Sarkozy s'est prosterné, elle a renoncé à la citoyenneté française il y a un an et demi. Donc c'est assez rare qu'on voit. Mais vous savez, ce qui se passe en France, là, une partie du Pays Basque est en France. Donc tout ce qui concerne la politique française concerne aussi d'une façon ou d'une autre, notamment dans l'appui des peuples en voie de libération et ainsi de suite. Ce que nous démontre la question basque, comme nous l'a illustré, mais de façon moins virulente, la problématique corse, il y a en Europe un problème des nationalités. Et ce problème-là n'est pas réglé. Vous savez, les nationalités comme telles, c'est récent dans l'histoire de la philosophie politique. Moi, j'aime toujours à dire, les patriotes, là, les Papineau, Delormier, Duvernay, Fabre, Chénier, les patriotes, pour moi, sont les pères de la nationalité. Puis la nationalité, c'est pas la même chose que le nationalisme. C'est la même racine, mais c'est pas la même chose. Pourquoi je dis que les patriotes ne sont pas les pères du nationalisme? Mais ils sont les pères de la nationalité. C'est-à-dire, c'est le premier groupe politique qui a dit, devant l'anglais bien sûr, mais qui a dit au début du 19e siècle, il y a ici une nationalité pas canadienne qui a ses spécificités et qui aspire à la liberté la plus complète possible. Ça, là, c'est vraiment là, une prise de position catégorique. Et cette tendance universelle à la liberté, cette tendance universelle à l'attachement à son identité culturelle, le Pays basque nous l'illustre de façon particulière parce que les Basques sont parmi les fondateurs de notre pays, du vrai Canada, si vous voulez. D'ailleurs, ceux qui étudient les questions linguistiques, on va le voir de façon plus approfondie tout à l'heure, les Basques parlent une langue unique au monde, inclassable. Vous savez, on classe ça des langues, là. Moi, j'ai consacré même des années d'études, j'aurais dû l'apporter. J'ai le dictionnaire des langues, il y en a des milliers de langues partout. Donc, il y a des langues, on va dire les langues germaniques. Dans les langues germaniques, bien sûr, il y a l'allemand, le hollandais, le flamand, les langues scandinaves, sauf le finnois, les langues scandinaves, l'anglais, le frison, le parler du Luxembourg, le yiddish, une langue germanique, le yiddish, mélangé avec du slave. C'est essentiellement une langue germanique. C'est pour ça, quand on allait sur la rue Saint-Laurent, autrefois, qu'il y avait des vieux maçons juifs, lituaniens surtout, des Lituaniens, lorsqu'ils parlaient de yiddish, on avait l'impression d'entendre de l'allemand. Bien sûr, parce que c'est une langue germanique. Beaucoup en Pologne, oui, énormément. Surtout en Pologne, oui. Et toujours est-il que donc il y a les langues germaniques, il y a les langues latines, le portugais, le français, le roumain, c'est des langues latines, il y a des langues asiatiques, des langues chinoises. Il y a une catégorie de langues qu'on met ensemble parce qu'on ne sait pas comment les classer. On les appelle les langues finno-ougriennes. Oui, j'espère que personne ne va demander de répéter. Finno, F-I-N-N-O, trait d'union, ougrienne, ça c'est à l'autre bout de la Russie, O-U-G-R-I-E-N-N-E. On appelle les langues finno-ougriennes le finnois, quasiment le lapon, le finnois, le hongrois,
le hongrois, le basque, puis il m'en manque une qui va me revenir. Ça, ce sont des langues finno-oa et des langues altaïques de type turc. Imaginez-vous, là. C'est juste pour vous montrer à quel point nous sommes dans un univers. Ça, ils ont mis dans cette catégorie de langues-là toutes celles qui n'étaient pas classables ailleurs. Puis quand on regarde la langue du Pays basque, c'est une langue unique au monde. Les chercheurs qui ont basé, c'est surtout les Allemands qui ont commencé là-dedans au 19e siècle. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les langues, et notamment sur les langues anciennes, là. Les langues anciennes de l'Europe, les langues anciennes de l'Afrique, de l'Asie. Il y a énormément d'études qui ont été faites depuis presque 200 ans maintenant. C'est donc une discipline d'étude des langues là, comme langue. Là. Moi, quand je m'intéressais aux langues dans leur... je m'intéressais aux politiques linguistiques, disons, beaucoup plus qu'aux langues. Pas aux langues infidèles. Non, surtout pas. Surtout pas. Donc, les Basques ont une langue très particulière. Tellement particulière qu'ils sont seuls au monde à la parler. Tellement particulière qu'eux-mêmes l'ont oublié, ils ont été assimilés. On va voir ce soir de quelle façon ils vont l'aider. Aujourd'hui, dans les Pays basques, les gens qui parlent le basque sont moins de 40% de la population. Vous dites que la majorité des habitants du Pays basque ne parlent pas le basque. Ils s'enseignent quelque peu à l'école, mais ça on va voir un peu plus. Il y a des tentatives quand même pour redresser la situation. Écoutez, les Basques, c'est un peuple qui a vécu y compris Franco, ce n'est pas rien, ce sont des peuples, les Basques comme d'autres peuples de l'Europe, sont un peuple qui ont énormément souffert. Donc, quand on parle du Pays basque, on parle d'un territoire à cheval sur la France et l'Espagne. La meilleure façon de le situer, il est vraiment à cheval sur l'Espagne et la France, au niveau des Pyrénées, qui sont une chaîne de montagnes. Quand on regarde l'ensemble du Pays basque comme tel, on parle de 7 provinces. C'est un tout petit territoire, là. On parle d'à peu près de 10 000 km², plus ou moins. Et, mais c'est un territoire tout en hauteur. Hein. Généralement, à peu près tout est à 400 mètres au-dessus du niveau de la mer, puis le point culminant va jusqu'à presque 4000 pieds, je crois. 4000 mètres peut-être, c'est même étonnant. Donc c'est dans les montagnes. Remarquez qu'on l'a vu chez d'autres peuples, on l'a vu chez les Corses, on l'a vu ailleurs. Les peuples sur les territoires desquels il y a des montagnes, donc dans les paysages montagneux, il y a des peuples qui vont se réfugier dans les montagnes lors des invasions, puis culminer des centaines et des milliers d'années. C'est pas la guerre électronique d'Internet, c'est un autre monde dans lequel on parle. Donc, il y a ça également que je voulais souligner. Donc, à cheval sur les deux pays, les 3/4 du Pays basque sont en territoire espagnol. En gros, là, il en reste un quart de l'autre côté. Bayonne, comme le chambon, Bayonne, Biarritz, vous voyez un peu le coin. On ne doit pas être tellement loin de Lourdes, mais Lourdes est dans le Tarn. C'est des départements français là-bas, là. Donc là, donc, le Pays basque possède sa langue, sa culture, son histoire. Et encore une fois, on va le voir dans le détail, on va se rendre compte que c'est les mauvais traitements subis qui ont donné naissance et qui ont fait croire le patriotisme basque. C'est un peuple qui également a souffert de l'injustice coloniale, si on peut dire, de l'Espagne, la France à un certain moment donné, l'Angleterre, un peuple également profondément marqué par la religion, très catholique. Donc un autre point semblable avec le Canada français, le Québec, sont des peuples marqués par la religion catholique, ce qui n'est pas le cas on l'a vu lorsqu'on regardait surtout les pays du Nord,
que ce soit les pays de Grande-Bretagne, mais également la Hollande, les pays scandinaves ou les pays baltes. On a vu que, on le voit également en Allemagne, le protestantisme a marqué bien des cultures en Europe du Nord. Alors que l'Europe du Sud est beaucoup plus marquée par la pensée catholique. Les thèses de Luther, les thèses de Calvin, c'est-à-dire cette réforme qu'il y a eu à l'intérieur de l'Église, et qui a fait en sorte là, que vers le 16e siècle, les protestants sont apparus, puis il y a eu un grand schisme à l'intérieur de l'Église. Ben, les pays du Sud ont été moins sensibles à cet argumentaire protestant, si on peut dire, ce retour à la Bible, puis ainsi de suite, là, qui était péché à une certaine époque, soi-disant, pour les catholiques, de faire. Donc, vieux territoire européen, occupé d'abord par un peuple, et là on va voir le lien avec la France, on va commencer à saisir tout de suite, on appelait les habitants du Pays basque actuel, on les appelle les Vascons. V-A-S-C-O-N-S. Puis ceux qui ont quelques notions de langue espagnole, si on peut dire, je reviendrai tout à l'heure. Ce soir, nous allons être précis, nous ne parlerons pas de la langue espagnole, nous allons parler du castillan. L'espagnol, c'est un terme général. Il se parle plusieurs langues en Espagne. Donc, le castillan, qui est le parler de Madrid, comme le français que nous parlons était le parler de Paris, et l'italien qu'on appelle le toscan était le parler de Rome. Les langues centrales se sont imposées dans les différents États. L'allemand tire sa force du prussien. Donc c'est toujours ce qu'on appelle le hollandais, c'est la langue d'une des 16 provinces des Pays-Bas. Donc il y a toujours un parler. C'est pour ça que les patriotes québécois s'opposent toujours à toute forme de bilinguisme. Parce qu'en matière de langue, c'est prouvé, c'est scientifique, c'est même pas une question d'opinion, c'est une question de fait. Les langues sont en concurrence lorsqu'elles s'affrontent. Puis il y en a toujours une qui gagne, c'est pas une question il y a une concurrence chez les langues. Donc, cet attachement-là, qui est propre au petit peuple. Et en ce sens-là, les Pays basques ressemblent aux Québécois. Ils sont beaucoup moins nombreux que nous, ils sont 3 millions. Donc les Vascons, c'était le nom de la tribu, si on peut dire, qui occupait ce territoire-là. Et les gens qui connaissent l'espagnol, vous allez saisir le lien tout de suite. En espagnol, le V se prononce comme un B. Presque un B. Lorsque quelqu'un nous parle en espagnol, y compris des gens de l'Amérique latine, lorsqu'il prononce un V, on entend un B. Donc, Vascon, basque. C'est comme ça qu'on est passé. L'origine vient de là. Donc, basque, Vascon, Vascogne, Gascogne. Ce sont les habitants de la Gascogne. Donc c'est l'Europe du Sud, c'est la France, du pays roman, c'est la France de l'Aquitaine, c'est la France du soleil. Vous savez, parce que autrefois on disait que déjà la Picardie, ce n'est déjà plus la France. Quand en France, vous savez, c'était Paris, tout était pas mal centré sur Paris. Quand on sortait de Paris, là, c'était comme pas beaucoup la France. Hein. Donc, lorsque on arrivait en Picardie, qui est peut-être 120 000 de Paris, on disait, ce n'est déjà plus la France. Donc, imaginez l'Aquitaine, imaginez tous ces pays du Sud, là, que l'on connaît beaucoup moins, avec lesquels nous partageons des coutumes millénaires. Le 24 juin. Et les Basques tout à l'heure, quand je vous disais qu'ils parlent une langue originale qu'on ne trouve pas nulle part ailleurs, il y a un endroit sur Terre où on entend quelque chose dans un accent qui ressemble à l'accent basque. C'est à Saint-Pierre-et-Nicolas. Parce que beaucoup de Basques sont allés à la pêche. Puis aller à la pêche,
du côté de ce qu'on appelait le Labrador, le littoral du Labrador, puis ainsi de suite. Ils allaient à la pêche là, puis ils se sont installés. Ils sont restés. Tout à fait. Oui, oui. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'était aussi, ça faisait partie de la Nouvelle-France. Hein. Donc, il y a beaucoup d'apparentés linguistiques entre certains accents de certains parlers de Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui. Je ne sais pas si vous avez écouté la semaine dernière, jeudi, vendredi, à Radio-Canada, il y a un basque qui a appelé et qui a dit c'est vous les nations autochtones, c'est vous autres les Français, mais nous autres, on était là aussi pendant plusieurs siècles. Moi, quand j'étais à Trois-Pistoles, je pense à Trois-Pistoles, à côté, j'ai visité le musée basque. J'ai été un peu abasourdi parce qu'ils avaient fait que j'ignorais totalement. Ah oui, c'est il y a un musée basque qui est super intéressant. Je sais qu'il y a, dans le bout de Rimouski, même la toponymie là, rappelle les Basques. Je ne sais pas si c'est pas la grève des Basques. Il y a quelque chose des Basques, là, de rivière aux Basques. En tout cas, il y a même un lieu là, de l'entrée de la Gaspésie, avant la Gaspésie. Oui, 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 il y a quelque chose là. Oui, il y a une histoire basque en Amérique française. Il y a eu des vieux pour retrouver aussi. Ah oui? Les Basques, c'est étonnant. Donc, ces populations qui habitent ce qu'on appelle aujourd'hui le Pays basque sont des populations qui se distinguent des autres, bien sûr, mais qui, dès le 8e, le 9e siècle, vont commencer à s'organiser autour d'une ville. La grande ville, il y en a plusieurs, là, mais disons c'est Bilbao, qui est un peu le centre du côté espagnol. Puis en français, on appelle ça la Biscaye. B-I-S-C-A-Y-E. C'est l'adjectif de Bilbao, si vous voulez, en gros. Quand on dit que ça vient de la région des Biscayes, ça vient autour de Bilbao, qui est une des provinces. Oui, tout à fait. Qui est une des provinces du Pays basque. Et la ville de Bilbao, avant le 10e siècle, va avoir une charte. C'est important parce que les revendications actuelles des Basques se situent sur cette charte-là qu'ils appellent les fueros. Nous autres, on appelle les subsides pour les patriotes. Ils sont battus pour des subsides. Eux autres sont battus pour des fueros. F-U-E-R-O-S. Les fueros, c'était des privilèges qui ont été accordés aux habitants de Bilbao, donc aux Basques, privilèges commerciaux, privilèges politiques, et ces privilèges-là seront à un moment ou à un autre abolis. Tantôt par la France, tantôt par l'Angleterre, tantôt par l'Espagne, et c'est tout ce mélange-là qui donnera naissance peu à peu au nationalisme basque qui, comme tel, est récent. Il n'apparaîtra, et aussi au 19e siècle, dans des circonstances qui vous rappelleront celles dont nous parlons chaque semaine depuis le début de cette saison, c'est-à-dire où on se rend compte qu'au 19e siècle, il y a un bouillonnement international de liberté et d'indépendance qui apparaît tout au long du 19e siècle. D'ailleurs, en histoire, on l'appelle le siècle des nationalités, le siècle du réveil des nationalités. Au 19e siècle, les nationalités se réveillent. Elles se réveillent et elles revendiquent. En s'appuyant sur la Révolution française, la Révolution américaine, sur les textes de Rousseau. Rousseau, lui, va rendre hommage à la Constitution corse. On n'a jamais entendu ça, maintenant on peut ajouter ça à vos connaissances. La Corse s'est dotée d'une constitution avant la France, avant les États-Unis, une constitution avancée, une constitution reconnaissant des droits politiques précis, en avance sur leur époque, et cela va inspirer différents mouvements un peu partout à travers le monde. C'est un courant de pensée. Vous savez, aujourd'hui, les Québécois ne sont pas le seul peuple au monde à aspirer à son indépendance nationale. Il y a toutefois des époques plus propices que d'autres. Il y a des époques où c'est une espèce
Quand on a les gens politiques, les chefs politiques, comment dirais-je, susceptibles de s'adapter et de se servir d'une situation internationale, cela peut être très utile. Vous savez, on a parce que pour obtenir l'indépendance, on l'a vu, il y a la volonté des peuples, qui s'exprime par référendum ou par toutes sortes de mouvements populaires, mais il y a le peuple qui veut son indépendance, puis il y a la reconnaissance internationale. On se rend compte, on l'a vu pour à peu près tous les peuples qu'on a visités, c'est plus ou moins long avant que cela advienne, mais il vient un moment où c'est la reconnaissance de l'indépendance qui enclenche la chose. Il ne suffit pas juste qu'on le dise, il faut être reconnu. Et en ce sens-là, appartenir à un mouvement d'idées comme celui qui inspirera tous les peuples du 19e siècle faisait de nos patriotes des avant-gardistes d'une rare acuité. Oui. Juste une question. On va peut-être me dire que c'est de la sémantique, mais à l'époque, est-ce qu'on parlait d'indépendance ou de souveraineté? D'indépendance. D'indépendance. Pour toujours la différence la même, mais qui est importante que nous fassions, même si ce sont des synonymes sur l'essentiel. Souveraineté est un terme juridique. Indépendance est un terme politique. La souveraineté, c'est un héritage de la monarchie. La souveraineté du peuple sont les attributs du roi que l'on donne au peuple. Donc, mais c'est un terme tout à fait acceptable. D'ailleurs, Raymond Barbeau, quand il fonde l'Alliance Laurentienne en 1957, il ne parle pas d'indépendance, lui. Il parle de souveraineté. La souveraineté de la Laurentie. Ensuite, Raoul Leroy va arriver un an ou deux après. Lui, il parle Action socialiste pour l'indépendance du Québec. Le LIN arrive en 1960, d'Allemagne Chaput, pour arrivera quelques années plus tard, Rassemblement pour l'indépendance nationale. Le terme indépendantiste n'existe pas. On ne peut pas dire ce sont des indépendantistes. Ça veut dire ce sont des adéquistes, ce sont des péquistes, ce sont des piistes, ce sont des créditistes, ce sont des indépendantistes, il n'y en avait pas. C'était des partisans de l'indépendance. Donc le mot indépendantiste, comme étant un nom voulant définir quelqu'un qui milite pour l'indépendance de son pays, ça n'existe pas en 1960. C'est un Québécois qui va l'inventer, c'est Raoul Leroy qui va inventer ce mot-là. C'est-à-dire que dans ses journaux à lui, j'ai essayé ses premiers exemplaires, on les verra cet automne quand on fera la série de conférences sur la naissance du Parti québécois, l'histoire du Parti québécois, comment est-ce que c'est né, le héros et ainsi de suite. Mais on se rend compte d'une chose, c'est-à-dire le mot indépendantiste n'existe pas, puis c'est les militants qui vont l'inventer, qui vont l'imposer, puis qui fait en sorte qu'il est maintenant présent dans le dictionnaire. Et pour répondre précisément à votre question, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Norvège, en Finlande, dans les pays baltes, que ce soit en Corse, au Pays Basque, en Amérique latine, le mot que l'on retrouve, c'est indépendance. C'est pour ça qu'on ne le retrouve pas dans la bouche de Mme Laroy. Politique. Alors que souveraineté est un concept juridique. D'ailleurs, quand on prend un autre exemple, il vous suffit de consulter n'importe quel almanach du peuple, de regarder les fêtes nationales, et sur les fêtes nationales, il y en a à peu près 90% où c'est marqué « déclaration d'indépendance ». J'ai jamais vu déclaration de souveraineté. Donc, c'est Mais ici, on ne voulait pas faire peur. Vous savez, au début, on a commencé par nous appeler les séparatistes. On a commencé à reculer à ce moment-là. Ça fait longtemps, ça. Les raisons, parce qu'on parle de souveraineté sur le Grand Nord canadien, les prises de Oui. Mais ici, il y a eu, comme et M. Lévesque, sur lequel nous reviendrons dans la deuxième partie de l'année à compter de septembre, M. Lévesque prenait grand soin de ne pas projeter l'image d'un radicalisme. C'est facile de le juger aujourd'hui. À ce moment-là, les bombes sautent, puis les ministres se font tuer, là. Puis ils disent que ceux qui tuent les ministres, c'est des péquistes. Vous savez, c'est toute l'histoire et la politique, on fait une petite différence. Quand on essaie de regarder l'histoire, il faut essayer de se remettre dans l'esprit du temps. Oui? D'ailleurs, c'est M. Nadeau, dans son livre sur Bourgault, je crois qu'il explique qu'au début, les gens du FLQ, on les appelait les FLQois, mais quand le Parti québécois est arrivé, on a utilisé
felkiste puis péquiste parce que les deux thèmes se ressemblaient. Ah, ça serait intéressant, ça, J'ai vu ça dans le livre sur la biographie de Bourgault. Dans la biographie? Ouais. Ah oui. Pour procéder à une forme d'association. Oui, exactement. Ah, c'est maintenant démontré. Hein. Moi, je n'en reparlerai pas, là, mais j'ai une autre conférence à laquelle j'assiste le 23 mai de Benoît Perron. Soit dit en passant, ceux qui s'intéressent, je ne connais pas le numéro par cœur, mais demain, je fais 1 heure d'entrevue avec Benoît Perron sur les ondes de CIBL entre 13 et 14 heures. Demandez-moi pas comment c'est quoi CIBL. 101,5 FM. Bonsoir, Marie. On s'ennuie de vous. Demain après-midi, de 13 à 14 heures. Je suis pas sûr que ça rentre à Sainte-Anne-de-Bellevue. Ben non. Pardon? Je suis pas sûr que ça rentre à Sainte-Anne-de-Bellevue. Non, 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 non. Ah, peut-être pas. Ça dépend quelle route vous êtes. Saint-Philippe, ben, si ça rentre à Saint-Philippe, Donc, première remarque, ne l'oublions jamais, parce que, vous savez, et c'est vrai pour les Basques, c'est vrai pour les Bretons, ce qu'on a dit du Labrador tout à l'heure, puis de ce que M. Lavallée nous a rappelé là, du musée des Basques, puis ainsi de suite, il y a tout le passé français du Québec a été effacé de la mémoire collective. Vous savez, l'histoire de France, pendant longtemps, c'est notre histoire. On ne connaît pas celle du Québec. Imaginez-vous celle de France. Mais l'histoire de France non seulement fut, est longtemps la nôtre. Nous arrivons ici, bon, puis nous, quand je dis nous, entendons-nous, on commence à arriver au 17e, au 18e, puis bon, on connaît un peu, et même Athènes, la Nouvelle-France, et ainsi de suite. Mais quand l'histoire de France nous est inconnue, alors que c'est notre histoire, et qu'une partie de cette histoire-là s'est déroulée ici. Les Français que nous sommes, comme les Basques jusque dans le bas du fleuve, eh bien, ont laissé des marques, mais tout le passé. Même, vous savez, juste, ça a l'air de rien, là, mais si jamais vous achetez une maison en dehors de Montréal, même si c'est un petit terrain de rien, beaucoup d'argent là, pour ça. Ça va être marqué, mettons, dans la paroisse Saint-Joachim de Kilbury. Mettons. Mais c'est pas ça que je vais vous dire, vous allez comprendre. Canton de New Bunbury. Ils ont donné des noms de cantons anglais à tous les territoires du Québec. Quand vous achetez un terrain, ou si vous achetez une maison, je me rappelle, en Beauce, j'avais été témoin pour quelque chose dans une affaire d'un titre de propriété de l'ordre de Jacques Cartier, et on m'avait demandé d'aller voir ça, en tout cas, et canton de Chenley. C'était, mettons, comme dans Saint-Georges, dans ces trucs-là. Donc, toute la toponymie a été... Quand je dis qu'on est coupé de notre passé français, là, les Basques, d'ailleurs, comme les Marseillais, vont s'opposer à ce que la France cède la Nouvelle-France en Angleterre. Ils vont s'y opposer par leur chambre de commerce en 1761, 1762, 1763. C'est dans le sud de la France que nous aurons... Parce qu'il ne faut pas s'imaginer, mais sont sûrs, on ne l'a même pas caché, on ne sait rien. Je le disais dans le journal de la semaine dernière, l'acte de capitulation de Québec est introuvable. C'est quand même pas rien. L'acte de capitulation de Québec est introuvable. Là, ils savent pas où ça a été mis. Il y a quelqu'un qui l'a vu, je ne sais pas quand la dernière fois. Mais non, il y a un débat, vous allez voir. Là, on cherche l'acte de capitulation de Québec. Non, mais c'est une bonne question. C'est quand même pas rien, vous savez. Donc, ce passé français nous est tout à fait refusé. Et en ce sens-là, on ne connaît rien des Basques, sinon ce qu'on entend pour les bombes de la télévision, des revendications politiques et ainsi de suite, alors que c'est un peuple qui, comme le peuple québécois, puis il n'est pas nécessaire de partager l'idéal indépendantiste des Basques pour reconnaître la légitimité de leurs revendications culturelles. Je dis ça parce que depuis que nous sommes sur Internet, nous avons été l'objet de débats sur certains forums. Si nous n'encouragions pas certains mouvements qui pourraient éventuellement nuire à la France et qu'on devrait s'abstenir d'appuyer, disons, des causes qui pourraient, d'une façon ou d'une autre, nuire
à la francophonie, en toute honnêteté. Donc, en tout cas, au moins nous susciter un débat. Ça nous fait au moins plaisir. Mais en ce qui concerne le Pays basque, il n'est pas nécessaire d'être indépendantiste pour reconnaître que ce peuple-là se sent différent depuis plus de 1000 ans. Les historiens, puis les ethnologues, lorsqu'on regarde l'histoire de l'Europe, ils vont dire, dès le Xe siècle, il y a une espèce de conscience nationale basque, même si le terme n'existe pas, ni celui de conscience, ni celui de national n'existe, mais après tout, M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Donc, on peut faire quelque chose sans savoir le nom que ça porte. Donc, il y avait une conscience nationale dès le Xe siècle. Donc, on se rend compte que l'ancienneté de la conscience nationale joue un rôle important. Donc, l'ancienneté. La langue, on est un peu mal pris. Bien sûr, la langue est un vecteur fondamental des différents mouvements indépendantistes, et c'est vrai dans le Pays basque également, ici aussi au Québec. C'est fondamental, mais on se rend compte que même des peuples qui ont perdu l'usage de leur langue, les Écossais, les Irlandais, les Corses, les Basques, les Catalans. Imaginez-vous si on pouvait dire les Franco-Américains. Je répète, imaginez-vous si on pouvait dire les Franco-Américains. Ils sont près de 30 millions. Même s'ils ont perdu leur langue, il y aurait donc moyen d'aller toucher une fête nationale, ces gens-là. Ils sont 30 millions aux États-Unis. Au dernier recensement, près de 30 millions à avoir répondu, les citoyens américains, qu'ils étaient d'origine canadienne-française. C'est du monde, ça. C'est 4 fois le Québec. Ouais. Ça, c'est... N'oubliez pas, il ne faut jamais l'oublier, parce que pour les Basques, on va faire la même chose, des déportations, des comme nous. Nous, on parle de la déportation des Acadiens, puis on a raison de se révolter, c'est une écœuranterie. C'est une écœuranterie, puis la couronne d'Angleterre s'entête à ne pas s'excuser. On a envie de dire couronne maudite. Républicains que nous sommes, vous savez, il faut faire attention, pas faire de crime de lèse-majesté, mais... oui. C'est vraiment, quand tu le regardes avec le recul du temps, les 30 millions de franco-américains, c'est une déportation économique. C'est toujours l'économie qui est au centre des malaises des sociétés. Si ces gens-là avaient été dans une société plus dynamique, parce qu'entre autres, pour ça, à l'époque, on a peut-être des filatures, dans le Canada, entre 1840, le lendemain de la révolution des Paraguay, de l'acte d'union, entre 1840 et 1900, il y a encore 1 million de Québécois qui partent un peu partout, mais notamment en Montérégie, les paroisses se fermaient. Les paroisses entières se vidaient, c'est ce que a attristé le frère, le curé Rabel, Honoré Mercier, même. C'est ça. Cela va marquer les esprits, 1 million. Et pourquoi part-il? En grande partie, à partir de 1867, le Canada va développer le chemin de fer, par exemple, en Ontario, avant de le développer ici. Les gens crevaient de faim. Ils sont partis aux États-Unis, c'est pas de l'or, il ne faut pas me laisser avec le Klondike, là. Ils sont partis aux États-Unis pour manger. Oui. Nos ancêtres ont émigré la grande immigration, 40 et plus, ils vont dans des filatures, dans des fabriques d'armes. Mais avant ça, comme je vous ai dit, il y a un mois, il y a eu une émission à Radio-Canada, le soir, par Mme Dominique, et j'ai découvert, à ma grande surprise, qu'avant ça, il y a eu une immigration aussi massive pendant 25, 30, 40 ans, antérieurement au Grand Lac, où on appelait ça les pays d'en haut, au-dessus des Grands Lacs. Oui. Et là aussi, ça a été super important. Quand cette immigration-là, je ne sais pas pourquoi, quand ça a été minimisé, c'est là que ça a commencé, ici. Mais dire ça c'est correct, mais c'est la première cause,
c'est parce que les gens ne réussissent pas en cultivant ici la terre à se sustenter. C'est ça l'histoire qui a favorisé l'immigration. On ne trouvait plus ici à vivre. Alors on pensait qu'on vivrait mieux en immigrant aux États-Unis. De là vient la grande surprise, parce que les apparentés dans la franco-américaine, et c'est plein de quartiers de Petit Canada. À ma grande surprise, dans la grande ronde, les plus sales, les plus malpropres, les plus mal famés, mais ça, c'est pas par la Manche. Mais c'est plein de Petit Canada. Ils appellent ça le Petit Canada. Écoutez, il y a même des États, comme le Rhode Island, où à un moment donné, c'était entre 40 et 50% de la population de l'État était d'origine canadienne-française. Il y a eu des Canadiens français, des Québécois, gouverneurs de Rhode Island. Oui. Pour revenir à... Les maires de Californie, le frère d'Honoré Beaugrand. À la question des gens qui devaient se sustenter. Jeudi dernier, à la Société Saint-Jean-Baptiste, il y avait une conférence, 2 Franco-Américains. Un qui venait du Maine, et lui, il nous expliquait au début, son père, au début du siècle, est allé vivre aux États-Unis, il était recruté ici parce qu'on n'y arrivait pas à manger. Il nous l'a carrément dit, le conférencier, par 3 fois, le monsieur a essayé de revenir vivre au Québec, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, et à chaque fois, après 6 mois, il devait retourner au Massachusetts parce qu'il n'arrivait pas à vivre. Et d'ailleurs, cette ville-là, il y a une des personnes d'assistance qui est venue qui nous a dit, devant l'hôtel de ville, il y a un drapeau des États-Unis, puis à côté, c'est un drapeau du Québec. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont partis parce qu'ils n'arrivaient pas à manger. Ah oui, c'est des raisons. C'est pour ça que notre ami a bien fait de parler de déportation économique. Vous savez, c'était vraiment... Et moi, j'ajoute, ces problèmes-là économiques n'étaient pas dus au hasard. Ils étaient le fruit de choix politiques clairement établis pour nous appauvrir, pour nous assécher. D'ailleurs, quand le curé Labelle parle de ces pays d'en haut, lui, ce qu'il a pensé avec Honoré Mercier et d'autres, c'était d'ouvrir une voie vers le nord pour arrêter les gens d'aller vers le sud. Dire, venez-vous-en dans le nord, quand on aura colonisé jusqu'au Mont-Tremblant, vous continuerez, puis vous vous rendrez au Manitoba. Parce qu'oubliez pas que le Manitoba, on a eu notre propre aide collective. On a voulu faire du Manitoba un 2e Québec. On a voulu ça. On a quasiment réussi. Quand le Manitoba rentre dans le Canada, la moitié de la population est canadienne-française ou métisse, francophone. Puis ce débalancement-là va s'accentuer parce que le gouvernement du Manitoba va abolir les lois du français. Ça va prendre 100 ans à les faire reconnaître. Dans le temps de 100 ans, d'assimiler. Donc, ils ont aboli les droits du français, donc assimilé les gens, puis ils ont organisé une immigration massive. Il coûtait moins cher partir de Londres pour aller à Winnipeg que de partir de Montréal pour aller à Winnipeg. Ils ont fait le Lawville, là, à 10$ depuis Vancouver, aller-retour. Ils ont fait des affaires comme ça pour faciliter l'immigration. Il y avait un plan. Un ministre, d'ailleurs, de Wilfrid Laurier, sur lequel nous devrions revenir, M. Swifton, des documents qui existent à Ottawa, qui est un ministre du gouvernement fédéral, qui a monté le plan pour appliquer le rapport Durand. Il faut minoriser, banaliser les Canadiens français. Ça prendra 100 ans, mais c'est rien pour eux, 100 ans. Vous savez, c'est comme quand un gouvernement passe une loi, là, tu dis, c'est pas grave, on donne une contravention. Vous savez, tout à l'heure, il y a toujours, bon, mais ça, c'est pareil quand tu rentres dans un engrenage comme celui-là. Donc, cette méconnaissance de la situation française, cette méconnaissance de l'histoire de France, fait en sorte qu'il y a des peuples de cette France duquel nous sommes coupés. dont ce fameux Pays basque sur lequel je tiens à revenir, qui est un peuple qui ne veut pas nécessairement l'indépendance de façon majoritaire. Ils ont transformé leur revendication au fil des ans en une revendication d'autonomie. Mais d'autonomie, non pas parce que l'autonomie les attire plus que l'indépendance, c'est parce que dans les structures européennes actuelles, dans ce qu'ils appellent l'Europe, la nouvelle Europe qui n'est plus qu'un continent, là, qui est une entité politique avec des instances et ainsi de suite, cette Europe-là
nous serions bien, peut-être que nous avions cela, cette Europe-là reconnaît des régions en Europe. Des régions autonomes. Il y en a 17 dans toute l'Europe. C'est-à-dire un coin de pays auquel on reconnaît un particularisme qui se singularise par rapport aux autres États autour. Le Pays basque est une région autonome d'Europe. Ça appartient à l'Espagne, c'est pour ça que on voit encore de la violence et ainsi de suite. C'est qu'il y a un combat séculaire entre certains éléments les plus radicaux du mouvement basque et les autorités espagnoles. Vous savez, il faut savoir que les peuples en Espagne ont beaucoup souffert, hein, quand on pense aux Catalans, et maintenant si on ajoute les Basques, et non seulement lors de la période de Franco, mais notamment sous le franquisme, ce sont des peuples qui ont été... Vous savez, quand Picasso fait une peinture qu'il consacre au bombardement, au massacre de Guernica, bien Guernica, c'est au Pays basque. Durant la guerre d'Espagne, où il y avait d'ailleurs des Canadiens et des Québécois qui sont enrôlés dans les brigades internationales communistes. Le fils de M. Trudeau va jouer là, dans une pièce là-dessus, comment ça s'appelle, dans un film. On appelle ça les brigades Papineau, puis là c'est un nom anglais. Papineau, Mackenzie, merci. Mackenzie, Papineau, qui ont combattu là-bas. Donc, il y a au Pays basque, malgré le fait que la majorité des Basques ne parlent plus le basque, et c'est le point sur lequel je vais insister, malgré le fait que la majorité des Basques ne parlent plus le basque, c'est l'attachement à la culture basque qui continue d'être le moteur principal du mouvement national là-bas. Mouvement national qui ne demande pas unanimement l'indépendance. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre, c'est un mouvement national, c'est un mouvement nationaliste, c'est un mouvement autonomiste. Oh, sérieusement? Oui, mais avec, de façon européenne, disons. Mais je pense que c'est bon de le mentionner. Il y a des indépendantistes au Pays basque, bien sûr, qui veulent... eux, c'est à la fin du 19e siècle que le nationalisme va se faire articuler comme tel. Au début, il est très catholique, très religieux, presque. Il est fondé, d'ailleurs, le mouvement nationaliste basque se fonde lors de la naissance, la fête de Saint-Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, le 30 juillet 1895. Donc, c'est récent. Et ce nationalisme basque-là, il est religieux, à cause de l'influence de la religion. Vous savez, l'Espagne, c'était, et pendant des années, les Pays basques vont vivre sous la tutelle espagnole, l'Espagne, c'était pas drôle. Hein, quand on lit les mémoires des familles royales, puis je peux paraître niaiseux, mais j'ai lu quelques livres sur la vie à Schönbrunn, par exemple, qui était le château où Marie-Antoinette est née, de sa mère l'impératrice Marie-Thérèse, où est mort le fils de Napoléon, le prince de Reichstag. Donc j'ai visité Schönbrunn. Puis quand on visite Versailles, puis quand on s'intéresse, à la vie des cours, à la cour de France, la vie à la cour d'Angleterre, la vie à la cour... Bon, quand on arrive à la vie à la cour d'Espagne, l'Espagne, vous savez, aujourd'hui, on le sait beaucoup moins, mais ça a été une des grandes civilisations du monde. C'était la plus sévère. D'abord, l'Inquisition, c'est espagnol. Hein? Donc, c'était d'ailleurs, les filles, puis les descendants de Louis XIV, puis des rois de France, Louis XIV a mis ses enfants quasiment sur les trônes de France, eh bien, la dernière place qu'un membre de famille royale voulait aller, c'était de se marier avec un membre de famille espagnole. Se trouvait bien en noir, du soir au matin, puis il allait à la messe 12 fois par jour, puis 64 chapelets. Mettez-vous une idée, là, je veux dire, c'était impossible à vivre. Donc c'était d'une rigidité, là. D'ailleurs, ceux qui ont connu un peu les communautés religieuses au Québec, les dominicains, par exemple, sont fondés en Espagne. Et il y a et ce n'est pas les seuls, Ignace de Loyola,
est un Espagnol également. Vous savez, Thérèse d'Avila, c'est une Espagnole également. Saint-Jean-de-Dieu, il est né au Portugal, mais il va faire sa carrière à Grenade. Bon, c'est donc une forte culture, la culture d'Espagne. Que nous, on l'a entreaperçu un peu lorsqu'on est allé dans les pays d'Amérique latine. Qu'il y a eu là, que les indépendances en Amérique latine se sont faites pendant que les Espagnols se chicanaient entre eux, rappelez-vous. Napoléon les envahit, ensuite ils s'unissent avec les Anglais, puis ils sacent Napoléon dehors. Mais une fois que Napoléon est parti, ça chicane entre eux autres de façon épouvantable. Le roi meurt, Ferdinand quelque chose. Il n'y a pas d'enfant. Et là, on décide d'abolir la loi salique. La loi salique n'existe pas. On l'entend souvent, mais c'est assez simple à comprendre. La loi salique, il n'y en a pas en Angleterre. La reine s'appelle Élisabeth II. Mais il n'y en a pas. La loi salique interdit la transmission de la royauté par les femmes. Donc, quand chez les Bourbons, ce sont les hommes. En Angleterre, ça va être homme ou femme. La loi salique, c'est celle qui interdit que ce soit des femmes. Donc, le fameux roi Ferdinand, qui n'a pas de garçon, eh bien, il abolit la loi salique, puis il nomme une femme, Isabelle, reine. Ça vous dira rien. Mais ce qui va suivre va sans doute vous dire quelque chose. Il y a des gens en Espagne qui n'aimeront pas que cette Isabelle II devienne reine et qui vont devenir les partisans de Don Carlos. Les opéras, l'histoire de Pierre Benoît a écrit un roman qui s'appelle Pour Don Carlos également. Les partisans de Don Carlos sont ceux qui veulent que le roi soit Don Carlos et non pas la femme qui est là. Et ça, c'est une guerre qui va durer 45 ans en Espagne. On l'appelle, il y en aura deux, on appelle ça les guerres carlistes. À cause de Carlos, ça veut dire Charles, en réalité. Donc, pendant ces guerres-là, dont l'aboutissement va être l'indépendance de Cuba, l'Amérique latine va devenir indépendante un après l'autre sous l'action de Bolivar et tous ces hommes-là. Pourquoi? Parce qu'en Espagne, on chicane. Parce qu'en Espagne, entre libéraux et conservateurs, société très catholique qui se compare au Québec, ici on appelle ça des ultramontains, puis des libéraux, des fois on peut dire gallicans, mais si on voulait être plus précis là, en ce qui concerne l'ajout plus politique, dans le Bas-Canada, il y a des ultramontains, avec Monseigneur Bourget à Montréal, Monseigneur Laflèche à Trois-Rivières, puis il y a les plus libéraux, dont les chefs, c'est l'Institut canadien, ce sont les patriotes, Louis-Joseph Papineau, et par la suite, si on regarde du côté des évêques, du côté de Québec, où l'évêque de Québec, sans être un libéral, était plus ouvert que celui de Montréal. Donc ici, la division était vraiment conservateurs, libéraux, même au niveau religieux. Alors que là-bas, vous savez, on va aller une coche de plus, là. Les idées marxistes, on se mêlait à ça, les idées socialistes, on se mêlait à ça. Mais quand le mouvement indépendantiste corse apparaît en 1900 à peu près, un petit peu avant, puis qu'ils choisissent un drapeau, qui ressemble au drapeau de l'Angleterre, d'ailleurs, vous allez voir. Les couleurs sont différentes, il y a du rouge, il y a du vert, mais il y a une croix de Saint-André au milieu. Alors vous savez que le drapeau de l'Angleterre, c'est le croisement inversé de deux croix, la croix d'Écosse puis celle d'Angleterre, qui donne cette impression d'Union Jack. Là. Eh bien, le drapeau du Pays Basque ressemble à ce drapeau d'Angleterre. Ils auront d'ailleurs dans le passé des rapports avec l'Angleterre, parce que vous savez, la couronne française puis la couronne d'Angleterre, à une certaine époque, là, ça se promenait là, d'une tête à l'autre. Et à un moment donné, où Éléonore d'Aquitaine va marier un roi d'Angleterre. Donc, c'est la situation politique des Basques est le fruit de mélange de la guerre de succession d'Autriche. Qui va être roi en Autriche? La France, qui ne sait pas trop sur quel bord s'en aller, et le royaume des Basques, qui fut déjà un royaume, mais qui est assimilé, dont on condamne la langue. Et à ce moment-là, en Espagne, on tente de plus en plus d'hispaniser l'Espagne.
hispaniser l'Espagne, ça veut dire lui faire apprendre l'espagnol de force, le castillan en réalité, de parler de Madrid. C'est à ça que vont tenter de résister les Basques, en y réussissant, en faisant des efforts héroïques. Mais en réalité, aujourd'hui, la majorité des habitants du Pays basque ne parlent plus le basque. L'espagnol, le castillan. C'est sûr que du côté français, ils doivent parler le français. Il y a encore des poches importantes où la langue se parle, mais c'est une langue qui... faire parler une langue, faire vivre une langue, il ne suffit pas de le vouloir. On prend une petite pause. Servez-vous dans les volumes, hein, prenez tout ce qui vous intéresse, c'est gratuit. C'est fort au basque. Donc, un pays à cheval sur l'Espagne et la France, 3 millions d'habitants, 40% de la population qui connaît la langue nationale, si on peut dire, mais il y a un État basque. Donc, je vous disais, c'est une région autonome à l'intérieur de l'Europe, et toutes les instances du gouvernement basque, qui n'est pas un gouvernement indépendant, qui est un gouvernement régional, toutes les instances du gouvernement basque sont contrôlées par les partis nationalistes basques. Partis nationalistes qui ne revendiquent pas tous l'indépendance, mais qui sont tous nationalistes. C'est déjà plus qu'au Québec. Parce que c'est quoi, si on peut dire, une région autonome? Dans une certaine mesure, c'est un statut particulier. Ce que le Canada a toujours refusé au Québec. Si le Canada avait reconnu un statut particulier au Québec, le mouvement indépendantiste aurait eu du plomb dans l'aile. Parce qu'on a tellement axé le discours indépendantiste sur les difficultés que nous vivons à l'intérieur du Canada, difficultés qui sont véritables. Nous ne le répéterons jamais assez. Chaque semaine, les Québécois envoient plus d'1 milliard de dollars à Ottawa. Chaque semaine, en impôts, taxes, timbres, de toutes sortes. Je voyais Post Canada, par exemple, mais j'ajoute à ça Petro-Canada qui vient de faire 1 milliard en 3 mois. Là. Bon, mais il y a un 250 millions de ces profits nets qui viennent du Québec. Il faut combien de chiffre d'affaires pour avoir 250 millions? Comment pensez-vous qu'on donne en taxes en essence sur le tabac, puis en essence, pour prendre ces exemples-là, à Ottawa chaque année? Puis ajouter à ça ce qu'on appelle la fameuse TPS. Donc, chaque semaine, plus d'1 milliard de dollars sortent du Québec pour s'en aller à Ottawa. Juste garder cet argent-là à banque en intérêt, vous imaginez ce que ça peut rapporter? Au Pays basque, il y a donc un mouvement national qui demande des droits nationaux, qui revendique au plan linguistique. On a déclaré la région basque qui a comme 2 langues officielles, l'espagnol, le castillan, pour être plus précis, et le basque. Mais il n'y a presque pas de basque dans l'affichage public, parce que le basque au fil du temps a été effacé, dû à plusieurs ordres de difficultés, dont celui je dirais, de la limitation géographique de la langue basque, ce qu'on appelle l'aire linguistique. Vous savez, ce qui fait de la langue des Québécois, ce qui fait du français une de ses forces, c'est une langue qui est parlée sur tous les continents. C'est une langue qui est enseignée dans toutes les universités du monde. Il y a des cours de littérature française, et c'est vrai pour la littérature italienne, la littérature allemande, la littérature espagnole, la littérature anglaise, la littérature américaine, bien sûr.
Mais il y a une présence internationale du français. Il y a des alliances françaises un peu partout dans le monde, c'est-à-dire que dans tous les pays du monde, il y a des gens qui se réunissent 2-3 fois par semaine pour apprendre et parler en français. Ce qui n'est pas le cas du basque. La langue basque est une langue très minoritaire. Même, on pourrait dire, une langue menacée d'extinction. C'est pourquoi la communauté internationale, et en ce sens-là, les gestes de la Commission européenne, qu'on appelle maintenant de l'Union européenne, sont à saluer. L'Europe reconnaît des régions et reconnaît des langues régionales. Pour donner un exemple, ce que l'ALENA ne fait pas. Le Québec n'a pas de reconnaissance internationale autre que celle que veut bien lui accorder le Canada quand bon lui semble de le faire. Je l'ai vu à Paris avec Mme Jean, là, je reviens là-dessus parce que c'est tellement épouvantable comme situation. Écoutez, on réussit à fêter 4 siècles de présence française, 4 siècles de la ville de Québec, Québec, 4 siècles. On est incapable de dire que de cette ville-là, il y a une nation, là. Il y a un peuple, là. Il y a un État. C'est incroyable. Et tout ça par l'argent d'Ottawa, puis la complicité de nos dirigeants politiques qui sont laissés acheter, là. Quand Mme Gagnon-Tremblay dit quand un gouvernement donne de l'argent, il a le droit d'être présent. La mère Lamour m'a dit 3 fois, je m'en fous. Oui. T'inquiète. Oui. Non, il y a un manque de fierté tout à fait épouvantable. Alors qu'au Pays Basque, on demande aux gens, voulez-vous plus de pouvoir pour la région autonome, voulez-vous plus de pouvoir pour les Basques? Eh bien, ça va répondre oui à 70-75%. Ici, c'est différent. Donc, le nationalisme basque n'est pas unanimement indépendantiste. Il y a des indépendantistes, bien sûr, dans les éléments les plus radicaux. Quand on commet des crimes, on revendique ça là, au nom de l'armée basque, et ainsi de suite, mais ça, ce sont des éléments marginaux et radicaux. L'ensemble de la classe politique basque ne demande pas l'indépendance du Pays basque comme tel. Et on doit même ajouter, pour compléter la chose, que la question basque en France n'est pas du même ordre que la question basque en Espagne. Le Pays basque, c'est surtout l'Espagne et un petit peu la France. Du côté français, il y a des revendications, bien sûr, mais ça ne se situe pas là dans le même ordre d'idées. Ce à quoi les Basques sont le plus attachés, c'est des mesures de protection de leur langue. Leur langue qu'ils ne parlent plus. Ça, je dois vous avouer, c'est comme si les Franco-Manitobains demandaient une loi linguistique pour ramener le français au Manitoba. Les Acadiens ont un peu fait ça, ils ont revendiqué le bilinguisme comme tel. Pour le Québec, la situation n'est pas du tout la même, mais là, ça ressemble au Pays basque. Le Pays basque est en train de perdre sa langue. l'État doit donc aider au renforcement de cette langue. C'est pourquoi qu'en 1982, le Pays basque, s'inspirant de la Charte de la langue française, va se doter d'une loi 101, comme celle du Dr Laurent. Le Pays basque a sa loi 101 depuis 1982, donc dans le sillon de la loi 101. Et pourtant, Dieu sait que lorsque le Dr Laurent a débattu de la loi 101 dans les années après la prise du pouvoir en 1977, eh bien, les opposants, la presse en tête, le Parti libéral, mais la presse en tête, puis Ottawa, je ne peux pas besoin de vous le dire, ne cessait de dire ça n'a pas de sens, il n'y a aucun peuple sur la tête qui fait ça, ça ne se fait pas légiférer sur une langue, c'est quelque chose de tout à fait inacceptable, c'est du fascisme, et mettez-en, le Dr Laurent et M. Lévesque étaient déguisés en Goebbels, puis tout ce que vous voulez, en Ku Klux Klan dans la Gazette, 2-3 fois par semaine, ça a été un tollé de protestation épouvantable. Alors que si on regarde, c'est pour ça que je vous dis qu'on ne nous dit pas les choses,
Si on regarde ce qui se passe dans le monde, et ça, c'est pas une question d'opinion, c'est une question de fait, si on regarde ce qui se passe dans le monde, il y a des lois 101 dont les peuples se dotent de plus en plus. Non seulement le Dr Lorrain n'allait pas à contre-courant, il était à l'avant-garde. Il était en avant de son temps. Et heureusement, enlevez-nous 30 ans de loi 101. Où serions-nous rendus? Enlevons-nous 30 ans, là. Vous savez, les gens qui ont connu cette époque-là, -là, c'était l'unilingue anglais avançait plus facilement que le bilingue francophone. 95% d'employés francophones, 2-3% d'employés anglophones, tout était en anglais. Les chèques de paye étaient en anglais, les reçus des baux étaient en anglais, les baux eux-mêmes étaient en anglais. Tout était en anglais il y a 30 ans à peine. Donc, et pourquoi je mentionne tout ça? Quand le docteur Lorrain mentionnait l'importance d'une législation linguistique, pourquoi? Pour changer les mentalités. C'est cette politique que les Basques ont repris à leur compte en prenant des mesures pour protéger leur langue. C'est changer les mentalités. Le docteur Lorrain disait, ça va prendre 50 ans de loi 101 avant qu'on commence à en voir des effets. On commence à en voir des effets, mais les effets sont banalisés par l'action d'Ottawa et par les modifications que les gouvernements du Québec ont apportées. Là, maintenant, pour une des premières fois, on entend la question linguistique comme étant un des enjeux des prochains débats politiques. Comme là, quand le rapport de la commission Bouchard-Taylor va sortir, là, c'est que quand on va se revoir, je vous rappelle, il n'y a pas de rencontre la semaine prochaine, il y en a une le 26, quand on va se revoir, la grande actualité, ce sera le rapport Bouchard-Taylor. Cela aussi, c'est universel. Au Pays Basque, il y a beaucoup d'étrangers. Et il y a, comme on l'a vu chez les Corses, il y a dans la population, il y a comme un changement d'attitude en Europe. L'exemple le plus flagrant, c'est la Hollande, qui était le pays le plus tolérant d'Europe et qui a passé des mesures face à l'islam, il faut bien dire des choses, des mesures d'une sévérité et d'une vigueur inimaginable. Donc, il y a en Europe un peu partout une espèce de sursaut culturel. Et en ce sens-là, la démarche du Québec est bien de son temps. Cependant, nous n'avons pas les pouvoirs d'assurer à notre culture puis à notre langue l'ensemble des protections dont elle a besoin. C'est seule l'indépendance qui va nous permettre ça. Et chez nous, l'attachement à la langue devrait se traduire davantage dans un engagement face à l'indépendance nationale. Il n'y a pas de loi 101 possible sans l'indépendance du Québec. C'est la Constitution canadienne qui nous contraint à un bilinguisme. C'est pas Harper, c'est la Constitution canadienne qui dit que le Québec est bilingue. Donc, on a beau avoir 18 lois 101, quand ça arrive devant les juges, la loi 101 arrive toujours en second. Les juges de la Cour suprême. Un juge, pas des farces, ils viennent de nommer un juge de la Cour suprême qui ne parle pas français. Ce qui retarde là, énormément tous les travaux de la Cour suprême. Mais c'est des exemples comme ceux-là, on en a besoin de combien? Je pense pas qu'ils vont se moquer. Les Acadiens, vous dites qu'ils ont réussi à faire que le Nouveau-Brunswick soit bilingue. Avant ça, donc, il était unilingue. Mais comment ils ont fait pour faire valoir le français comme étant officiel aussi? Eux autres, en réalité, c'est qu'ils sont à peu près 40% de la population, entre 35 et 40% de la population. Il y a des régions où ils sont jusqu'à 60. Ils ont donc un poids politique important au Nouveau-Brunswick, non négligeable. Et surtout, c'est qu'ils ont eu un Canadien français, l'espèce de René Lévesque, M. Robichaud, qui est un espèce, c'est un libéral, mais qui est une espèce de René Lévesque des Acadiens. C'est lui qui a imposé cela au niveau des idées. Ça s'est réalisé que quelques années plus tard, parce que ça a fallu qu'Ottawa change la Constitution. C'est intégré dans
inséré dans... Ça fait maintenant partie de la Constitution canadienne. Mais le Québec, lui, est contraint à ça depuis 1867. Alors que le Nouveau-Brunswick, c'est peut-être 20 ans. Là. Nous, ça fait 130 ans. Vous savez que toutes les lois à Québec sont votées dans les deux langues. Si une loi à Québec n'est pas votée en anglais, même ce soir, elle n'est pas valide. Parce que le Québec est une province bilingue, d'après la Constitution canadienne. Régulièrement. Donc, le Pays basque, lui, tient sa différence depuis au-delà de 1000 ans, qui sait qui il est, qui est attaché à sa culture, qui sait qu'il a perdu sa langue, mais qui est prêt à faire des sacrifices pour qu'elle reprenne la place qui lui revient, aspire à de plus en plus de liberté, souhaite une espèce de déshispanisation du Pays basque, c'est-à-dire, comme ici on parle d'une refrancisation, non pas d'une francisation, mais d'une refrancisation du Québec. Le Québec a déjà été français. Donc, du côté basque, il y a beaucoup d'aspirations de ce côté-là, mais, je vous répète, la grande leçon à retenir des Basques, c'est que les chefs nationalistes, les partis nationalistes, ne revendiquent pas tous l'indépendance. Il y a donc, est-ce qu'on peut parler de division? C'est toujours difficile, vous savez, quand on dit division, c'est comme si on prenait parti. Mais disons qu'il y a une variété de courants politiques, une variété telle que l'idéal indépendantiste comme tel n'est pas un enjeu politique au Pays basque. Oui. J'ai quasiment le but de faire une analogie avec la situation au Québec. Oui, tu sais, dans le sens où on est rendu, on a l'ADQ, on a le PQ, on a le PLQ, le PQ qui est comme javilisé. Que Mme Marois qui n'est même pas capable de prononcer le mot indépendant. Je trouve ça un peu, mais en tout cas, c'est pas grave. Et puis après ça, il y a tous les autres partis, tu sais, comme Québec solidaire. On est rendu, on est tellement divisé que on est tombé dans une forme d'indifférence et d'incapacité à réaliser l'indépendance, comme les gens. Vous savez, là, je peux me tromper sur toute la ligne, mais c'est vrai que nous sommes... C'est vrai que nous sommes divisés. Nous le sommes depuis les Patriotes d'ailleurs. C'est l'Union qui a, la Bigrou dit ça dans ses livres, avant 1840, nous sommes tous dans le même parti politique. Nous votons le Parti Patriote à 95%, qui est l'héritier du Parti canadien. Donc on est tous dans le même parti politique. Quand l'Angleterre nous unit, nous annexe à l'Ontario, nous annexe au Haut-Canada en nous faisant payer sa dette, qui en argent d'aujourd'hui, intérêt composé, représenterait des milliards et des milliards. J'en s'en appelle à toute personne qui entend, même sur Internet, combien cela vaut en 2008 100 livres sterling de 1840, avec intérêt composé. On arriverait sans doute à un chiffre magnifique. Mais lorsqu'on fait l'annexion, l'union du Haut et du Bas-Canada dans un même Parlement, on abolit le Parlement bas-canadien du Québec, si on peut dire, puis on le met avec l'Ontario, nous sommes plus nombreux, nous sommes plus riches, on nous donne le même nombre de députés, étant donné qu'il y a une dizaine d'Anglais parmi les nôtres, donc ils s'assurent de la majorité linguistique tout le temps, et on paye leur dette. Qui était? De combien, la dette? Le 100 000 livres de 1840. On paye la dette de l'Ontario. Ah, nous l'avons payé. Nous l'avons payé, c'est historique, ça. D'ailleurs, c'était la seule façon de régler vous savez, après le rapport Durham, puis ainsi de suite, il fallait régler la situation, mais la situation, c'était plus le monde, les patriotes étaient décapités, puis étaient pendus, puis exilés, puis les chefs aux États-Unis qui se promenaient partout. C'était plus dangereux, là, ici. Il n'y avait plus rien. L'Église condamnait tout le monde. Il n'y avait plus rien de dangereux ici. Il y avait un marasme économique dans les provinces anglaises que nous étions là au Canada. Puis il y avait le Margot, il était à une place, il était à Québec. Il n'y avait pas d'autre Margot qu'à Québec. Mais là, on a pris le Margot de Québec, puis on a installé le système avec notre argent, en abolissant les droits du français, en nous émiettant, et ce qu'il y a de pire, je vais terminer là-dessus, parce que ça rejoint les Basques en quelque part, ce qu'il y a de pire, c'est là que la partisanerie politique fait son entrée chez les Québécois. Il n'y avait pas de ça avant.
1840. C'est l'abbé Gros qui nous explique ça dans son Histoire du Canada. Il a dit que la partisanerie politique, que lui-même qualifie de maladie mentale des Québécois, c'est important ça. C'est un homme qui nous a beaucoup observé. La partisanerie politique, c'est la maladie mentale des Québécois. Puis moi, je peux vous dire, là, moi, je viens d'une famille où on fait de la politique depuis des générations. Puis je vous le dis, je pense que c'est vrai que c'est maladif, la partisanerie. Moi, j'ai vu les meilleurs amis de la Terre là, pour une question de couleur de parti se battre comme si on se battait pour le dernier morceau de pain de l'histoire de l'humanité. Donc, et la partisanerie politique nous est inculquée par le régime anglais, qui, lui, est un régime de parti. Et là, à partir de 1840, ça va s'articuler beaucoup plus après 1867, mais dès 1840, on va avoir des libéraux, conservateurs, libéraux, toutes sortes de noms, ils vont se donner, le temps de s'organiser. Mais là, le Canada français va, pour la première fois de son histoire, se diviser en divers groupes politiques. Ça a été la manœuvre qui a été faite pour nous affaiblir, en créant deux partis, ça prenait des rouges et des bleus. Puis un groupe sont allés du bord des bleus, puis l'autre bord sont allés du bord des rouges. Et là, pour la première fois de notre histoire, nous étions divisés. D'ailleurs, le texte de Groulx, qui est une brochure d'une quarantaine de pages publiée par l'Action nationale, s'appelle justement « Pourquoi sommes-nous divisés ?» C'est une brochure qui a été grandement répandue. Oui, monsieur. Nous sommes-nous divisés nous-mêmes? Nous avons été incités, divisés? Probablement les deux. Probablement les deux. On nous divise, c'est-à-dire que c'est une vieille devise britannique, disions-nous, hein, une devise de toutes les formes de pouvoir, diviser pour mieux régner. Vous savez, lui, M. Charest, s'il n'avait 8 partis l'autre bord, c'est encore mieux. Il en avait 12, plus il y en a, comme les adversaires, quand t'es le plus fort, amenez-en, oui, tu le parles. Deux questions. Juste, peut-être un peu en rapport avec ce qu'on parle de la petite clip. Est-ce que c'est commencé avec 1840? Tu sais que c'est le par là? Oui, oui, le Stéphane Kelly, là, le livre. Puis, le terme Canada, est-ce que ça commençait à changer, ça? Ou, le terme Canada, ça commence sous le régime français, absolument. C'est le Canada. Nous sommes le Canada. Même pendant un certain temps, là, on apprenait, il y en a qui disaient amas de montagne, amas de cabane, et l'autre disait le Canada, c'est le rétrécissement du fleuve qui commence à peu près à Québec, jusqu'à un peu en bas de Montréal. C'est le mot Québec qui veut dire rétrécissement des eaux. Alors que Canada, on disait que le Canada commençait à Québec et finissait un peu après Montréal. Oui, mais le Canada, c'est un amas de cabane. À ce moment-là, c'était ça. Dans le bout de Québec, c'était la boîte de cabane? Non. Tout ce qu'on considérait le pays, l'arrière-pays, c'était le Canada. Tandis que Québec veut dire rétrécissement des eaux. Chicoutimi, jusqu'où c'est profond. Kamouraskaou, il y a des eaux. Tout était tiré des Amérindiens. le terme Canada, ça veut dire Canada veut dire... Chose certaine, là où ils se trompent tous, M. Harper, Mme Jean, et ainsi de suite, le Canada, c'est nous. Oui, mais le Canada, c'est ça, c'était les colonies, là où vivaient les gens, c'était C'est ça. Montréal. Exactement. Mais Oui. j'ai entendu Denis Bourgeois à la radio qui commentait Cajun, puis il disait dans le fond, un peu, il a raison, le Canada, c'est nous autres. Ah, c'est nous, c'est la façon dont il C'est Denis Bourgeois dans le Harper a dit le Canada est né en France. Et c'est ce qu'il a dit. Je te parle de Denis Bourgeois. Oui, non, mais je parle d'Harper. Je parlais d'Harper. Harper, tu parles de Canada, etc. Harper a dit que le Canada est né en français. Tu sais, il a commencé par comment? En Australie, tu comprends-tu? Puis là, eux autres, ils ont bien raison, encore de vouloir se chicaner, parce on va finir là-dessus, on va conduire une petite chose. La semaine prochaine, il n'y a pas de conférence. La conférence reprend le 26 avec le démembrement de la Tchécoslovaquie. On va voir, et ça on n'a pas vu jusqu'à maintenant,
comment est-ce que deux peuples, deux vieux peuples européens, qui ont été unis par les hasards des aléas de l'histoire, vont de bon gré se démembrer, se séparer. Si le Canada va s'inspirer de ça, là, il y a beaucoup de leçons à retenir. Donc le 26, le démembrement de la Tchécoslovaquie. Merci beaucoup. Notre ami Paul-André voulait